Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la série d'émissions spéciales sur la revalorisation des résidus d'amiante. Depuis 12 semaines que vous avez eu le plaisir de voir passer dans le cadre de cette émission-là, des gens qui viennent nous parler des projets d'exploitation des résidus. Et il va y en avoir même une compagnie là, qui va commencer au printemps prochain. Et il y en a d'autres qui s'en viennent, puis il y en a déjà une qui est là depuis plusieurs années, Olimag. Mais pour avoir des résidus d'amiante, il faut avoir une exploitation d'amiante. Alors, pour nous en parler, parce que là, on va faire le tour de la région, mais avant que la fermeture ou la cessation définitive des exploitations des mines d'amiante au Québec, pas nécessairement juste à Thetford, mais avec des sources ou asbestos, si vous aimez mieux. Donc, pour nous en parler, il n'y a rien de mieux que d'avoir un historien, et j'ai à mes côtés, en face de moi, un historien, un ami, qui travaille au Centre d'archives région de Thetford, Patrick Hood. Bonjour, Patrick. Salut, Pierre. Alors, tu es la personne idéale pour venir nous parler de l'historique de l'amiante. Bien, c'est effectivement, comme tu dis, il y a eu exploitation d'amiante. Donc, pour avoir des résidus, il faut qu'il y ait exploitation, il y a eu quelque chose auparavant. C'est ça. Fait qu'effectivement, on va parler un peu d'historique aujourd'hui. Oui. Alors, comme je disais, c'est que là, on a des haldes, comme on dit, nous autres, dans le métier, des dons. Oui, là. Des dons. Mais on a eu de l'exploitation. Donc, en faisant un historique, ça part de quand, ça, l'exploitation des mines d'amiante dans la région? En fait, pour l'exploitation dans la région, il faut quand même reculer, là, même, je dirais, début des années 1800, là, la région elle se développe parce que les cantons sont ouverts ici. Donc, on est dans la région des cantons de l'Est à l'époque. On est comme la pointe des cantons de l'Est, en fait. Et le terrain se développe tranquillement, mais il n'y a pas vraiment d'installation, il n'y a pas d'exploitation. C'est quelques habitants ici et là sur le territoire. Ça ne se colonise pas vraiment. C'est beaucoup des terrains de spéculation foncière. Donc, même si les cantons ouvrent à partir de 1800 et dans les années qui vont suivre, il faut vraiment attendre là, 1850 et même 1875, 1870 et 1875 pour voir s'installer des gens donc, qui sont des agriculteurs, des bûcherons pour le commerce du bois. Donc, il y a très peu d'installations, en fait, d'établissements ici, ce qui fait que la région de Thetford est un peu comme de côté. À l'époque, la place centrale, c'est Inverness. Dans le fond, là, vraiment le long du chemin Gosford, avec le chemin Craig également aussi qui passe aux alentours. Donc, le lieu chef de la région, c'était Inverness et ce devait être Inverness à cette époque-là. Malheureusement pour Inverness, heureusement pour Thetford Mines, on trouve une petite roche qui s'appelle l'amiante, en 1876, et on va décider de changer le lieu, en fait, d'Inverness vers Thetford Mines. On va changer le cœur parce que à Inverness, à l'époque, la diligence passait là. On a aujourd'hui le musée du bronze qui était à l'époque le bureau d'enregistrement. C'était aussi la cour de justice. C'était tous les notaires étaient là. Il y avait la prison également dans ce bâtiment-là, qui est un bâtiment institutionnel assez imposant, alors qu'à Thetford Mines, il n'y avait absolument rien là. Et quand je dis qu'on change vraiment l'axe de développement par la voie ferrée, et la voie ferrée, en fait, qui est encore un sujet aussi aujourd'hui, une thématique très importante pour le développement économique, bien, à l'époque, c'est la même chose. La voie ferrée va passer pour le commerce du bois et on commence à s'intéresser aussi. Et c'est là qu'on va trouver cette fameuse roche d'amiante-là. On attribue toujours la découverte de l'amiante à M. Fecteau. Oui. Mais juste avant le début de l'émission, tu m'as dit il n'est pas tout seul. Mais en fait, c'est une petite rectification qui a été faite avec le temps. C'est qu'on l'attribue effectivement à Joseph Fecteau. Mais quand on recherche dans l'historique, en fait, c'est qu'on a retrouvé une lettre dans les années 90. Là, ils ont retrouvé une lettre d'un monsieur Gilbert de Dolbeau, qui, lui, écrivait à l'Action catholique en 1955, si je me rappelle bien. Et il disait, dans le fond, qu'il était là, lui, lorsqu'on a trouvé la roche d'amiante à cette époque-là, aux côtés de M. Fecteau. Et il raconte un peu l'historique, un peu l'événement, comment ça s'est passé. Et il y aurait été 5 découvreurs de l'amiante. Donc, il y avait Joseph Fecteau, il y aurait eu Joseph Roy, il y avait Joseph Gilbert, Onésime Gilbert et Gédéon Gilbert. Donc, ces 5 hommes-là, se rendaient... On ne sait pas trop exactement la situation exactement, mais ils se dirigeaient vers l'église, puis il n'y avait pas de messe ce dimanche-là. Et donc, il aurait contourné le terrain, en fait, pour aller marcher dans les champs. On dit qu'il est allé au Bleuet à cette époque-là, et il aurait trouvé une roche d'amiante. Et cette roche-là, un peu fibreuse, en fait, une roche particulièrement filamenteuse, fibreuse. Et on a décidé de la présenter à un monsieur qui s'appelle Robert Grant Ward. Et M. Ward, qui était un commerçant qui faisait du troc dans la région à cette époque-là. Et lui a présenté la roche à Québec.
donc dans les instituts de recherche et tout. Et on a dit, ah oui, on sait c'est quoi, c'est de l'amiante. C'était déjà connu pour ces maman. Oui, c'était quand même connu. En fait, l'amiante est connue depuis le temps de Charlemagne. On raconte que Charlemagne avait une nappe brodée, tissée d'amiante, qui, lorsqu'elle avait fini ses repas, en fait, il prenait la nappe, faisait une boule, puis il la tirait dans le feu pour impressionner les visiteurs. Il ressortait la nappe, puis là, toutes les miettes de toast, peu importe, étaient brûlées. Puis là, il remettait la nappe sur la table comme si c'était par magie. Donc, on connaissait ces caractéristiques quand même assez avant ça. Mais M. Ward, à Québec, il n'aime pas vraiment la réponse qu'on lui dit que ça vaut rien, puis de retirer ça dans le champ, puis de continuer à l'eau bleuette, dans le fond. Et il va aller présenter ça à Boston, aux États-Unis, et eux vont s'intéresser vraiment à ce minerai-là. Ils vont dire, oui, parfait, où as-tu trouvé ça? Et on serait intéressé à acheter ce qu'il y a un peu autour. Là. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Alors là, tu parles de Boston. Est-ce que, là, je devance peut-être un peu, mais est-ce que c'est ce qui explique le fait que les compagnies minières d'amiante dans la région de Thetford appartenaient tous à des intérêts soit américains et même Bell, c'était Turner Newall, qui était une compagnie anglaise? Oui, mais effectivement, oui, ça, des compagnies anglaises, compagnies américaines, c'est ceux qui ont mené les capitaux en partant pour faire l'investissement. Les Kings ont investi énormément d'argent. Donc, les Kings, en fait, qui étaient des barons du bois. Hein. En fait, eux, à la base, c'était ça. C'était le commerce du bois. Ils avaient commencé à exploiter les terres à Thetford Mines. Ils ont acheté énormément de terres dans ce qui est l'actuel centre-ville environ de Thetford Mines. Et eux, c'était pour le commerce du bois. Mais lorsqu'on va trouver cette pierre-là, donc on va commencer à s'y intéresser et former la King Brother Company, qui va devenir la mine qu'on connaît aujourd'hui. Ah, la King Beaver, là? King, en fait, alors, le King, c'est eux autres. Oui, la King, en fait, qui était la mine King avec le chevènement du centre historique de la mine King. Oui. Et qu'il y a eu le fusionnement King Beaver. Ben en fait, c'était cette compagnie-là, c'était la famille King, à qui on avait donné le nom Kingsville. Parce que Thetford Mines... Oui, c'est vrai. Thetford Mines, 1892, on porte le nom de Kingsville et non de Thetford Mines. Parce que, en fait, c'est un petit peu l'honneur des Kings, justement. Le développement se fait un peu autour de cette famille-là. C'est d'ailleurs eux qui vont donner le terrain, le carré, ce qu'on appelle aujourd'hui le carré historique de l'église Saint-Alphonse, presbytère, le couvent et le centre Maragnès des Rosiers dans lequel on est aujourd'hui, en fait. C'est ce carré-là. Donc, les terrains ont été donnés par la famille King pour l'érection de l'église Saint-Alphonse. Ah bon. Oui. Donc, quand on parle de Kingsville, ça vient de cette famille-là? Effectivement, oui. Donc, de 1892 à 1905, on est sous Kingsville, en l'honneur de la famille King, de Charles King, entre autres, qui était le père de la famille. Là. Donc, au début du 20e siècle, c'est là que la région a commencé à se développer davantage qu'Inverness. Effectivement, là, ça se développe vraiment beaucoup parce que là, la particularité qu'on a ici, c'est que, moi, je dis toujours, est-ce que Thetford Mines, c'est une ville dans une mine ou c'est une mine dans une ville? Hein? C'est un peu particulier. Lorsqu'on voit des photos aériennes, on voit la proximité des haldes, des puits, des maisons, des commerces. Donc, c'est un peu particulier versus, mettons, Val-des-Sources ou Asbestos, où on a une seule et unique mine. On a une mine, des haldes, la ville s'est développée autour. Alors ici, tu sais, Pierre, tu peux avoir ta mine chez vous, je peux avoir ma mine chez moi, puis on creuse. Puis à un moment donné, on arrive à la frontière de nos terrains respectifs. Qui a le plus d'argent pour acheter qui? On s'associe, je t'achète, tu m'achètes, qu'est-ce qu'on fait? Et là, donc, on négocie comme ça, et on grossit, puis là, à un moment donné, si on s'est associé, on va peut-être acheter le deuxième voisin, le troisième voisin, et ainsi de suite. Ce qui fait que si tout le monde fait ça, on crée un peu quasiment un territoire miné au travers d'une municipalité. Et quand je demande est-ce que c'est une ville avant une mine ou une mine avant une ville, c'est que la compagnie minière s'est installée ici. Les compagnies minières, en fait, se sont installées ici avant l'administration municipale. Ce qui fait que quand l'administration municipale arrive en place pour commencer à mettre des règlements d'urbanisme, essayer d'orchestrer un petit peu l'administration, bien, c'est difficile parce que la mine est déjà là. La mine est propriétaire du terrain, du souterrain, ce qui fait que les bails amphithéotiques sont à profusion dans la région. Tout le monde construit sur des bails amphithéotiques. On loue son terrain $1 par année, 99 ans. Tu as sûrement de cette époque-là. Je connais beaucoup, même de la parenté qui sont... Et les bails amphithéotiques ont été terminés il n'y a pas bien des années. Là, il y avait encore des bails en vigueur. Et là, on a régulé un petit peu le tout. Mais la région s'est développée vraiment sur cette particularité. Comme je t'ai dit, chaque personne avait un terrain. Et fait que là, la municipalité, l'administration municipale a un peu les mains liées parce que la compagnie était là avant elle. Donc, ça devient difficile un peu de négocier. Et puis, tu sais, compte de tout ça, en fait, le premier maire de Thetford Mines, Benson James Bennett, c'est le gérant de la mine Bell Asbestos. Donc, tu sais, à un moment donné, tout est interrelié entre la compagnie minière, l'administration municipale, et ces gens-là se négocient entre eux, en fait, et ça devient un peu complexe, la gestion de tout ça. Là. Mais c'est effectivement, ce développement-là se fait dans l'axe, je dirais, East Broughton-Coleraine, essentiellement. Oui. Parce que c'est là qu'on voit que les puits, les halles se font. Donc, de Coleraine, en montant vers East Broughton, la mine carrée où KSM est installée.
fait partie de cet axe-là, en fait, là, un peu de l'axe de la Serpentine, je crois qu'il appelait, pour le minerai. Donc, c'est effectivement un axe particulier de développement qu'on a. Et ça, oui, à cause de la découverte de l'amiante, mais aussi à cause de la voie ferrée à cette époque-là. Là. Oui. Là, tu as parlé qu'à un moment donné, à force de creuser puis d'agrandir le puits à ciel ouvert, parce que, mis à part la mine Belle, il y avait aussi à l'Asbestos Corporation, là, il y en avait des galeries. La mine King a commencé sous terre. Oui. Mais mis à part ça, c'était des terrains de l'exploitation à ciel ouvert. Alors, à un moment donné, là. Oui. Mais il y a eu plus que ça dans la région. Là, on se retrouve dans les années 1970 à peu près. La relocalisation de tout un quartier, une paroisse. Oui. C'est immense, ça, là. On parle de développement économique, de développement urbain un peu de Thetford avec ce projet-là du pôle riverain touristique. Mais en fait, c'est que l'industrie de l'amiante a constamment fait évoluer le développement de l'urbanisme à la ville de Thetford. Tu parles du déménagement du quartier Saint-Maurice. 1955, on commence, en fait, les balbutiements de fermer un tronçon qui reliait la rue Johnson. En fait, on coupe la rue Johnson et la rue Notre-Dame qui reliait le quartier Mitchell au quartier Saint-Maurice, à Saint-Alphonse, au centre-ville. Donc, on va fermer ce tronçon-là. 55, on fait le premier déménagement. C'est particulier parce qu'on va un peu scinder les rues en deux. Donc, rue Victoria, rue Alfred. On va remonter certains gens vers en haut de la rue Alfred et on va en envoyer l'autre côté, plus loin dans le quartier. Et généralement, c'est un peu particulier. Là, on parle du quartier Mitchell. Oui, le quartier Mitchell, okay. Le quartier Mitchell, en fait, s'en allait vers Rivière-Blanche, à peu près, le long de la Johnson. Et c'est particulier parce que souvent, les anglophones ont été remontés sur la rue Alfred et les francophones ont été déménagés plus loin. C'est une espèce de clivage un peu naturel. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais souvent, des gens me racontent ça. Ils me disent, moi, je joue avec des amis. Bien, mes amis anglophones, ils sont restés au quartier Mitchell. Ce qui fait que le quartier Mitchell a gardé un peu sa vocation anglophone. Les francophones ont été déménagés. Première phase, en 1969 environ, on commence à vouloir redéménager toute la portion du quartier au complet. Là, on dit, OK, l'expansion va plus vite qu'on pensait. Donc, au lieu de juste bouger une section, on va prendre le quartier au complet qu'on va relocaliser à l'arrière du cégep. Et là, c'était vraiment la grosse phase de déménagement du quartier. Probablement même l'une des plus grosses phases de déménagement. Je dirais au Québec, peut-être même au Canada. Là, on n'a jamais vraiment validé, mais c'est assez énorme le nombre de bâtiments qui a été déménagé. Là. Ça a été, moi comme journaliste, j'ai vécu ce déménagement-là. Et ça a été extraordinaire de voir ça. Aujourd'hui, quand on passe sur Pie-11, là, entre le centre-ville et puis à la hauteur des galeries de Thetford, là, bon, on a une belle rue, là, mais ça a commencé par aplanir la halde, puis très large, pour permettre, en tout cas, il y avait les entrepreneurs, là, les déménageurs, la famille Grenier, là, qui soulevaient la maison, puis ils partaient avec, puis ils passaient justement sur la rue Pie-11 aujourd'hui, puis ils s'en allaient dans le nouveau Saint-Maurice. Oui, là. Effectivement. Ça a été une activité suivie par tout le monde, ça. Mais ça s'est fait en deux phases à Thetford, puis la deuxième phase a été plus difficile à faire, compte tenu que les coûts anticipés de la première période ont été plus élevés. Ah, effectivement, oui, c'est sûr que les coûts ont grimpé, mais les coûts étaient couverts, je me rappelle plus le pourcentage, mais je crois que c'est 90 % par les compagnies minières. C'est un regroupement là, de compagnies. Ils ont créé la Relocation Limited, qui était une compagnie qui s'occupait de gérer et de financer le déménagement. Puis il y avait une portion qui était coupée par la ville, je crois que c'est 5 ou 10 %. Il y avait quand même, c'était minime ce que la ville absorbait. C'était beaucoup des infrastructures, des choses comme ça. Mais on a vraiment déménagé le quartier complet pour le relocaliser. Puis aujourd'hui, quand on regarde ça, c'est un peu particulier parce que la relocalisation, de la façon qu'elle a été faite, on a regroupé les maisons un peu ensemble. Si vous marchez dans le vieux, ce qu'on appelle le nouveau Saint-Maurice, nous, là, souvent, les petits bungalows sont ensemble, les petites maisons qu'on appelle en L, en forme de L, sont ensemble, les duplex sont ensemble. On essaie de regrouper pour donner comme si c'était un quartier qui avait été construit de toutes pièces comme ça, alors que c'est pas le cas. Mais ça a été fait volontairement lorsqu'on a déménagé. Parce que lorsque vous étiez déménagé, en fait, on vous demandait... En fait, la première question, c'est voulez-vous être déménagé ou voulez-vous être racheté et démoli? Parce que vous aviez l'option de faire démolir votre maison, puis on vous rebâtissait en eux. Ou vous pouviez carrément avoir une compensation, s'en aller ailleurs. Donc là, les gens ils disaient, moi, je vais déménager. Puis après ça, on disait, OK, est-ce que tu veux une galerie avant, une galerie arrière, un cabanon? Y a-tu des particularités? Combien de fenêtres au sous-sol? Y a-tu un accès à la cave? Des choses comme ça.
Et on avait toujours une petite note un peu particulière, comme une note générale, sur avez-vous des commentaires. Et souvent, c'est là qu'on trouve des petites perles, là. Moi, je me rappelle avoir lu un dossier où le monsieur, il dit, parfait, je veux mon cabanon, je veux mon petit perron, tout ça. Mais il dit, moi, là, mon voisin actuel, je l'aime pas. Je l'aime pas. Fait qu'il dit, la seule chose que je vous demande, je veux pas être à côté de lui. Fait que là, tu sais, on trouve ça drôle, on dit, OK, puis là, tu sais, on ferme le dossier, puis on continue. Puis là, on tombe sur le dossier du voisin. Puis le voisin, même chose, oui, je vais déménager. Oui, moi aussi, mon cabanon, mon accès à la cave. Puis la petite note particulière, lui, c'est écrit, moi, je veux pas être à côté de ce voisin-là, parce que je pense qu'il m'aime pas. Fait que là, tu dis, au moins, ils s'entendaient sur une affaire. Tu sais, il y en a qui l'aiment pas, l'autre sait qu'il l'aime pas, mais tu sais, c'est des petites particularités qu'on retrouve. Et effectivement, c'est pour ça que le quartier a été comme reconstitué. Malheureusement, pour certains, il y a aussi des gens qui ont perdu les bons voisins. Donc, il y a des gens qui voulaient être à côté de certains voisins parce qu'il y avait un bon voisinage. Des fois, c'était de la famille, des choses comme ça. Mais on a vraiment reconstitué le quartier un petit peu comme s'il avait été bâti. Fait que c'est pour ça que je dis, on a regroupé les maisons un peu par style. Ce qui donne une particularité à ce quartier-là aujourd'hui, là. Tout à l'heure, tu m'as mentionné que le premier maire de la corporation municipale, c'était un monsieur qui était gérant de la mine Bell. Oui. Mais pendant la relocalisation, là, le maire de la ville de Thetford, c'est un employé de la société Asbestos Limitée, ou à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelait encore Asbestos Corporation, M. Louis-Philippe Boucher. Oui. Non, effectivement, la proximité, là, l'historique de la ville, c'est pour ça que je vous dis, c'est difficile des fois de départager. Est-ce que c'est une mine dans une ville ou une ville dans une mine? Puis on disait toujours, ben oui, il y a une administration municipale, mais est-ce que c'est les compagnies minières en bout de ligne qui gèrent un peu toute l'administration, comme le fonctionnement? Fait que c'est un peu particulier parce que, dans le fond, les compagnies, l'urbanisme, il n'y avait pas de plan d'urbanisme. C'est ce qui fait que des fois, vous vous promenez aussi dans certaines rues, il y a des bâtiments en arrière d'un autre bâtiment. Bien, à l'époque, il n'y avait comme pas de plan d'urbanisme. On se construisait le plus proche possible de son lieu de travail. Fait que, il n'y a pas des terrains 50 pieds par 100 pieds cadastrés. Fait que c'est un peu comme on veut, puis c'est les compagnies qui distribuent les terrains un peu sous bail amphithéotique. Fait que dans le fond, on dit, moi je prends m'installer dans le cours d'un autre. L'autre, il disait, parfait, ça me dérange pas. Bien, parfait, il y a un terrain là maintenant. Oui. Donc, il y a une particularité. Mais effectivement, l'administration municipale, les compagnies minières, c'est lié ensemble tout le long de l'historique des mines et de la ville, là, jusqu'à la fermeture. Puis même encore aujourd'hui, ça a encore des répercussions, là. Tu sais, les compagnies ont encore un peu ce lien-là avec la municipalité de dire, ben oui, on veut développer le terrain, on veut développer ces résidus-là. En fait, on a quelque chose à faire avec ça, mais il faut travailler de concert avec les propriétaires des résidus et l'administration municipale. Donc, tu sais, c'est vraiment une histoire très, très, très intimement liée, là. Bien, justement, quand on parle là, que les travailleurs voulaient être à proximité, la fameuse et très célèbre rue Smith. Rue Smith, oui, effectivement. Ça représente, ça c'est drôle parce que la rue Smith, ça représente Thetford Mines sur tous ses coutures. Oui. C'est le travailleur à côté de son lieu de travail, c'est le lieu de travail, c'est le lieu de travail chez le travailleur. Tu sais, dans le fond, les enfants jouaient sur la galerie. Du moment où tu sors de la galerie, tu es dans la mine. C'est littéralement ça. Puis c'est toujours drôle parce qu'à une certaine époque, Radio-Canada venait faire un reportage. Puis l'image L'image qui passait, c'est la rue Smith. Il y avait un meurtre à Thetford Mines, la rue Smith. Il y avait un accident d'auto, la rue Smith. Oui. Il y avait une bonne nouvelle, quoi que ce soit, la rue Smith. On ne présentait que la rue Smith. C'était comme l'élément fort, l'image forte de Thetford Mines. Puis quand on dit ça, sur la rue Smith, moi, j'ai des amis qui sont restés là. Puis quand ils sortaient dehors pour jouer, eux autres, ils montaient dans quoi? Ouais. Ils montaient dans Don. Ils jouaient dans Don. Oui. Effectivement, on a des photos où on voit les poteaux de corde à linge piqués dans la dombe. Ben oui. Puis la corde à linge n'était pas horizontale, elle était en pente en montant parce qu'il n'y avait pas de terrain arrière, là. Les dons venaient sur la galerie arrière de la maison, donc cette particularité-là. Puis ça aussi, c'est une portion de déménagement qu'il y a eu assez particulière aussi. Là, certaines maisons ont été déménagées par grue. On a littéralement soulevé les maisons par grue pour les monter sur le secteur plus élevé. D'autres ont été déménagées par le chemin, mais encore là, c'est une particularité de cette industrie-là, là. Et l'industrie a cessé ses opérations? Avant la fin du 20e siècle. En fait, il y a vraiment une dégradation à partir des années 90. Là. Oui. Moi, je suis né en 87. Je n'ai connu que le déclin de l'amiante. C'est drôle. Moi, je dis toujours que ma génération n'a connu que la tristesse, en fait, de cette industrie-là. Parce que si j'avais pas étudié en histoire, je ne m'étais pas intéressé à ça, j'aurais pas connu nécessairement la prospérité. Moi, les nouvelles, c'était une mine ferme temporairement, des gens sont mis à pied. Ouais. C'est un peu la mentalité, en fait, les nouvelles qu'on avait à cette époque-là. Donc, les années 90, c'est vraiment la chute tranquille.
de l'amiante par la fermeture tranquille. Puis souvent, c'est des fermetures temporaires. Donc, on ferme 3 mois, 6 mois, on rouvre, on ferme, on rouvre. La mine Belle, c'est 2009, si je me rappelle bien. Donc, on cesse ses activités complètes sous la mine Belle. Et jusqu'à 2012, là, le bannissement total, en fait, la fermeture avec la lac d'amiante du Québec, qui est la dernière qui est en opération ici. Là, en fait. Oui. Et puis quand on passe maintenant dans le nouveau tracé de la route 112, on contourne la mine de lac d'amiante. Oui. Et là, il n'y a plus rien. Là. Ils ont enlevé l'usine de défibrage est totalement démantelée. Oui, c'est particulier, je dirais. Moi, tu sais, j'ai toujours vu, étant natif de Black Lake, j'ai toujours vu le moulin, ces bâtiments, les convoyeurs, mais avec les nouvelles lois, en fait, les nouvelles règles environnementales aussi au niveau de toutes les installations minières, ils étaient obligés de démanteler les bâtiments, chose qui n'était pas en vigueur lors de la fermeture des autres mines. Ce qui fait que la mine Lac d'Amiante est vraiment entièrement rétablie versus, peut-être, la Belle, la Normandie ou les autres mines. Ouais. Et là, même si à Lake, tout est détruit, au moins dans la région, on a maintenant un parc qui nous permet de revoir un peu l'histoire minière. Puis, je parle du KB3. Oui, là. Le centre historique de la mine King, effectivement. Alors, pour un historien comme toi, là, tu dois avoir mis ton nez dans ça. Bien, c'est sûr. C'est sûr qu'on a contribué avec le musée aussi à travailler avec le centre d'archives. Le musée, on a contribué vraiment à développer ça, tout l'aspect muséologie. Puis, c'est important aussi, je pense, qu'il l'ait restauré. C'est déjà beaucoup plus beau visuellement dans le décor. Mais après ça aussi, de donner un peu cette image-là, un peu que, oui, on a une industrie prospère. Oui, il y a eu des bons, des moins bons coups. Sauf que, il faut quand même se rappeler que c'est ce qui a donné du pain sur la table de beaucoup de familles. Souvent, il y a des gens qui dénigraient l'industrie, disaient « Ah, on veut pas faire un monument aux compagnies qui ont volé soit les fonds de pension, qui ont fermé, qui ont fait perdre les jobs payantes. » Mais ce qu'il faut penser, c'est que les générations et des générations avant ça ont travaillé et ont mis du pain sur la table de leur famille parce que les compagnies minières offraient des bonnes conditions. Mais effectivement, le centre historique de Mine King, moi, je trouve que c'est important d'avoir cet élément-là. Puis là, ils l'ont développé avec le petit parc Jean-Dupéré. Ils ont rapatrié les camions de lac d'amiante. Je trouve ça intéressant pour les enfants aussi. Il y a le parc pour les enfants un petit peu à côté. Tout l'aspect galerie souterraine qu'ils ont fait. Donc, tu sais, vraiment, là, je trouve que le centre vient vraiment, là, vient un peu se boucler la boucle, en fait, en termes d'historique sur l'histoire des mines, puis ça fait un portrait assez général, bien que sommaire, mais ça fait quand même un portrait général un peu de ce que c'était la vie d'un mineur. Là. Et quand on se promène dans la vieille partie, là, puis qu'on se promène, qu'on voit ben là, on est sur place. Là. Ah oui, t'es directement dans la forge. T'es dans l'atelier de forge, effectivement. Ouais. Puis on voit vraiment, là, c'est pour ça qu'ils ont gardé les murs authentiques. La brique, il y a encore les graffitis sur les murs, il y a encore un peu... tu vois les traces du passé directement, là. Donc, oui, c'est vraiment intéressant qu'il ait gardé aussi les bâtiments, parce que oui, le restaurer, c'est une chose, mais c'est le fun aussi de voir de pouvoir toucher, en fait, là, cet élément-là, de ne pas juste voir du nœud, de pouvoir voir cet élément, en fait, historique-là. Oui, les bâtiments, c'est important. Bon, là, je fais appel à l'historien encore, mais là, au lieu de parler du passé vers l'avenir, comment tu vois l'avenir de la région par rapport, justement, à la revalorisation des résidus? Ah, c'est drôle d'un historien de parler d'avenir, hein? C'est un peu particulier comme question, oui. Moi, je la vois bien, je la vois positive. Je sais qu'on a souvent, j'ai souvent parlé avec des gens un peu du milieu, puis l'Observatoire national de l'amiante, entre autres, j'avais fait une présentation, j'ai parlé avec les gens là, puis j'avais parlé avec beaucoup de gens lors des colloques. Puis il y a une espèce de synergie. Moi, je vois qu'il y a un regroupement. Je ne suis pas très vieux, mais les quelques tentatives que moi, j'ai eu connaissance d'essayer de repartir un peu la machine, d'essayer de ne pas repartir les mines, mais de revaloriser les résidus, de faire quelque chose avec ça. Je pense qu'il y a une synergie assez commune où les gens semblent vouloir travailler ensemble, en fait, puis pousser le projet ensemble. Souvent, par le passé, souvent, on avait des gens qui poussaient un projet, mais il y a toujours des réticences d'un côté, il y a des problématiques de l'autre. Là, j'ai l'impression que tout le monde travaille du même côté. Fait que moi, je pense que l'avenir est très positif. Où on s'en va avec ça, j'ai aucune espèce d'idée. T'sais. Moi, on disait toujours, ben dans le fond, on parlait de reconnecter peut-être le quartier Mitchell avec le centre-ville. Dans le fond, ça pourrait être une possibilité. On revient, dans le fond, dans le passé. Que je reprends mon rôle d'historien. Mais à l'avenir, je pense qu'il y a du territoire à développer, ne serait-ce que pour l'étalement urbain, ne serait-ce que le développement, décentraliser un peu, en fait, désenclaver le centre-ville, je pense que ça serait déjà bien. Mais c'est difficile de se projeter parce qu'il y a toute une question de réglementation. Mais au moins, en tout cas, je sens que sur le terrain, puis cette émission-là le prouve aussi, c'est que les gens sont prêts à travailler ensemble pour le bien d'un projet.
La voie ferrée, c'est un projet encore là que depuis que je suis tout petit, on entend parler de le chemin de fer va repasser, la voie ferrée va revenir. On a vu quelques petites tentatives de remettre un train sur les rails, mais là, c'est concret. Là. Tu peux pas plus concret que les travaux. Là. Eh oui, parce que David Lemieux, le président de KSM, là, qui va ouvrir au printemps là, 2025, là, lui, il l'a dit, hein, ça me prenait une voie ferrée. Oui. Parce qu'il faut qu'il achemine son potassium qui vient des provinces de l'Ouest. Okay. Parce qu'il a beau faire des engrais à partir des résidus, mais il a besoin d'autres ingrédients, dont du potassium. Puis ça prenait justement une voie ferrée. Oui, alors, la voie ferrée est toujours présente. Ah, elle était présente les années 1870, 1880. Ben, tu sais. On est rendu on arrive à 2025, dans un mois, puis on parle encore de l'importance du chemin de fer. Ça sera peut-être la relance qu'il y a eu pour faire la différence entre Inverness et Thetford Mines à cette époque-là. C'est peut-être la relance que ça va prendre aujourd'hui encore, ce chemin de fer-là. Bien, merci beaucoup, Patrick. Merci à toi, Pierre. Ça a été très intéressant. Merci. Alors, j'avais le plaisir de recevoir l'historien du Centre d'archives de la région de Thetford, Patrick Hood, et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.